Mesdames et messieurs, avant-dernier épisode de Shibuya. Et oui, la conclusion de l'arc aura bien lieu la semaine prochaine, donc je me suis trompé dans mes calculs et vais devoir sortir la vidéo la semaine prochaine. En effet, cet homme est allergique au travail. Pour le coup, un épisode bien qu'avec de la baston, plutôt orienté sur le lore. On apprend des choses assez intéressantes. Alors abonnez-vous, car nous allons parler de cet épisode 22, l'avant-dernier de cet arc de Shibuya. Cette semaine n'échappe pas à la règle, c'était un bon épisode, mais qui cette fois-ci ne s'est pas distingué par sa réalisation ou son animation, mais bien pour ce qu'il s'y passe. On revient enfin à la problématique de base de l'arc, il faut sauver Satoru Gojo. Et pour le coup, j'avoue qu'il y a un personnage qui m'intrigue de plus en plus dans cet arc. Il s'agit d'Uraume. Premièrement, est-ce que c'est un mec ou une meuf? Voilà, je pose la question à votre place, je sais que je suis pas le seul à me le demander. Mais surtout, de quel côté se bat-il? De ce qu'on a compris, le personnage est un serviteur de Sukuna, mais ici dans l'épisode, il vient défendre le faux ghetto. Alors, à moins que j'ai loupé un chapitre, il ne me semble pas que les deux soient alliés. Mais en plus de ça, on nous fait vraiment comprendre que l'arc arrive à son terme, et pas de la meilleure des manières. En effet, Yuji, en libérant Sukuna contre sa volonté, va subir une sanction. Est-ce que les hautes sphères de l'exorcisme vont avancer sa mise à mort? Ou bien est-ce qu'il va être incarcéré ou bien encore scellé? Tout porte à croire que ce sera quelque chose dans ce style. En tout cas, parmi les exorcistes, certains sont déjà d'avis comme Kusakabe qu'il doit être exécuté. Et pour appuyer ce propos, quoi de plus explicite que de montrer des séquences de l'état actuel de Shibuya, totalement dévasté par le roi des fléaux. Le héros de l'œuvre payant pour les dégâts que la créature en lui a provoqués. Et le pire, c'est de savoir que ce n'était aucunement la volonté de Yuji que de le libérer. Bon là par contre, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mei Mei posé en Malaisie, qui a fui le champ de bataille, et qui fait des choses vraiment bizarres avec son frère. Ouais, je bois du rouge, ouais, et j'investis en bourse. On est dans un shonen là? Je deviendrai le plus grand des traders, c'est ça le pitch? Par contre, la question se pose si l'auteur a volontairement skip le combat pour qu'on ait droit à cette scène, et qu'on comprenne mieux le personnage en tant que tel. Ou bien si flemme quoi, pourquoi perdre son temps à voir une femme se battre? À présent, on passe vraiment au concret de cet épisode. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais devoir faire genre que je connais pas le manga. Itadori tente de confronter le faux ghetto, et c'est bien évidemment un échec cuisant. L'antagoniste le domine. Et justement, vient prouver sa suprématie en tant que grand méchant de l'œuvre. Maito tente une attaque, et boum dans la Pokéball. Bien sûr qu'il n'allait pas le sauver, à aucun moment je ne vois là un enfant de cœur. Et quand même, quelle fin pathétique pour un personnage qui s'était quand même auto-proclamé comme étant le fléau ultime. Et par-dessus ces éléments déjà présents, ce qui va venir encore plus nous prouver la puissance écrasante du faux ghetto, c'est qu'il a cerné tous les aspects que peut avoir la manipulation des esprits de ghetto, et que grâce à ça, il a réussi à élever la technique à son plein potentiel. Donc se dire que le ghetto original aurait pu déployer une puissance pareille dans le film Zero, Yuta n'aurait eu aucune chance. Se dire tout de même qu'il est capable d'extraire le sort des fléaux qu'il absorbe. Ouais, enfin, Soul for One. Putain, mais c'est qu'il a raison ce con. Nous avons par contre l'arrivée des élèves de Kyoto qui vont se faire laver. Sans déconner, ils ont pas réussi à faire grand chose quoi. Petite, j'étais capitaine de l'équipe de base. Stop, qui s'en branle? Miwa a beau être la chouchou de l'auteur. Oui, maintenant vous savez. Bah je sais pas moi, tu peux essayer d'être utile, enfin... Je vais mettre toute ma puissance dans ce coup et je vais venger mon ami. Oh merde, je suis vraiment inutile. Moi, m'acharner sur elle. Mais qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Juste après, pour surenchérir, le faux ghetto il te sort une scène, mais vraiment digne d'un grand méchant. Goku no Ban. Uzumaki. Il active la technique supérieure de la manipulation des esprits, Uzumaki, et s'apprête à en finir avec elle. Mais Dieu merci, Kusakabe était là. En tout cas, le faux ghetto a l'air de démontrer un certain intérêt, du moins une certaine fascination pour la nouvelle école de l'ombre. Celle-ci peut-être contiennent des techniques qui a pu lui poser problème par le passé. Et c'est là, mesdames et messieurs, que l'épisode devient encore plus intéressant car nous avons des révélations. C'est le nom de l'exorciste qui, avec une humaine, donnèrent naissance aux 9 fœtus maudits. Et du coup c'est marrant parce qu'ils ont le même... non, ouais, blague de merde. Cependant, dans l'histoire, il y avait aussi un fléau dans le coup. Il ne s'agit de nul autre que le cerveau qui contrôle le ghetto. Donc oui, ce personnage mystérieux qui a la capacité de changer de corps est en quelque sorte le père de Chozo, et logiquement aussi celui de Yuji. Putain, c'est dingue ça, parce que ça me rappelle un autre animé. Nous avons la confirmation et donc l'explication pour les souvenirs étranges de Chozo.
Yuji est bien son frère de sang, donc en partie fléau. Appelle-moi Oni-chan. Je t'emmerde! Pourtant, jusqu'ici, Yuji n'a à aucun moment démontré de capacité de contrôle des Emacy, alors logiquement il ne viendrait pas du clan Kamo, mais il existerait pourtant un lien entre les deux personnages. Qui est ce cerveau? On a beau être à la conclusion de cet arc, le nom de ce personnage n'a toujours pas été dévoilé. Avec cet épisode, j'avoue que je commence de plus en plus à me poser des questions sur cet être. Il y a une sorte de mystère énorme qui plane sur le personnage, et pour le coup, Akutami, il a réussi son bail. Et oui, il y a la bagarre, je sais, je vais en parler. Moins épique certes, mais comme à son habitude, Akutami est doué pour les chorégraphies de combat. Rayons de sang perforants, déformation du champ de bataille, pluie de dagues sanglantes, le petit Chozo nous fait une démonstration de force comme il sait si bien le faire. Mais bien sûr, son adversaire est beaucoup trop fort pour lui. Il ne cherche même pas à avoir l'avantage sur Chozo. Il s'amuse et gaspille volontairement son énergie à lui envoyer des fléaux faibles. Et pour en revenir rapidement à Orihime, on ne sait toujours rien à propos de ce personnage. À part qu'il utilise un sort de glace de très haut niveau et qu'il maîtrise le sort d'inversion. Donc on est tout de même sur un personnage qui a un bon level. Orihime, pris d'une sorte de colère grandissante, laisse abattre sur les exorcistes un sort de glace surpuissant. Et là, quelle surprise! Yuki Tsukumo, sensei de Todo, et ancien plasma stellaire, sachez-le, s'apprête à prendre part au combat et se retrouve de nouveau face à Geto. Enfin, le faux Geto, enfin, vous avez compris. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 22. Un épisode avec de nombreuses révélations qui étaient vraiment très intéressant et très cool à regarder, et du coup, la vidéo sur l'arc de Shibuya en intégralité sortira la semaine prochaine. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos ainsi que des reviews. Sur ce, c'était Dimitri, et moi je vous dis sayonara. C'est faux, hein, je m'appelle pas vraiment Dimitri.